Avec ses sondages en hausse, Éric Zemmour prend-il à la droite ou au RN? Alors que les analyses sur le polémiste s'emballent, nous allons comme toujours faire un pas de côté en nous intéressant au fondement de son discours afin de mieux comprendre qui il séduit, pourquoi et avec quelles limites. Un exercice que nous ferons avec Véronique Reissoul qui passera au crible l'engouement pour Zemmour sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, Christophe de Vogt, spécialiste de rhétorique et des idées politiques, ainsi que Sylvain Crépon, politologue, spécialiste de l'électorat RN, qui se trouve cette rentrée face à un drôle de discours. Marine Le Pen, elle a un socle très, très solide, mais vous avez vu, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. Elle était à 26, elle n'est plus qu'à 21. Je pense que l'échec au régional a été un très mauvais coup pour elle. Et tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnerait jamais. Ça ressemble à un message aux électeurs de Marine Le Pen, même si le style de son discours ne marche pas, mais alors pas du tout, sur les plates-bandes de la candidate RN. À la fin du livre, dans la conclusion, oui. C'est quasi, si vous ne comparez pas à Jeanne d'Arc, Bonaparte ou De Gaulle. Non. J'ai lu, hein. Non, mais vous avez bien fait. Je ne me compare pas. Je prends exemple. Vous savez, c'est pas la même chose. Je ne me comparerai jamais à Bonaparte, qui est pour moi le plus grand personnage de l'histoire de France. Je suis un nain à côté de lui. Et nous sommes tous des nains à côté de lui. Donc je ne me comparerai pas. En revanche, je m'inspire. Je me suis toujours comporté comme ça. Quand j'écrivais des livres, je m'inspirais des plus grands écrivains. Je passais des jours et des semaines avec Chateaubriand, Balzac, je les lisais, etc. Je m'imprégnais de cela. Sylvain Crépon, bonjour. Alors, ce qui nous a frappé dans cet extrait, c'est la somme des références littéraires, historiques. Alors, c'est du style, certes, mais le style, on le sait, c'est essentiel. Et ce style parle-t-il aux électeurs du RN de Marine Le Pen, dont ils disent d'ailleurs de plus en plus qu'ils doutent d'elle, comme on vient de l'entendre? Alors je pense que c'est pas les références en tant que telles qui parlent aux électeurs de Marine Le Pen, et je pense que c'est plus comme s'inscrivant dans l'histoire, dans la culture, dans le génie français. Lui aussi a tout le temps ce terme à la bouche, et donc je pense qu'il veut montrer que par là il y a un discours qui se veut enraciné. Et là on est vraiment dans quelque chose, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais qui est dans une problématique, une thématique qui est propre à l'extrême droite, qui est celle de l'enracinement. Et Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui veut se montrer sans cesse enraciné, et il veut montrer qu'il parle de quelque part, qu'il parle d'un point de vue, qu'il parle d'une histoire, et qu'il n'est pas une sorte d'électron libre surgi de nulle part. Façonné, comme il le dit, par toutes ces lectures, tout ce génie français. Cela dit, c'est vrai qu'on se souvient effectivement que Jean-Marie Le Pen était quelqu'un de très cultivé, qui citait volontiers Jeanne d'Arc. Alors on se demande s'il cherche à renouer avec cette veine, parce que Marine Le Pen, elle, est beaucoup moins dans ses citations, ses références, cet enracinement. Marine Le Pen, c'est une politicienne de sa génération. J'ai envie de dire, elle est née avec la télévision, la vidéo. Elle a pris ensuite le pli des réseaux sociaux. On a envie de dire comme les électeurs aussi, parce qu'est-ce que les électeurs RN, ça les intimide pas, toutes ces références? Enfin, non, je pense pas que ça les intimide. Je pense que, au contraire, ça légitime Zemmour comme un personnage, une sorte... J'ai envie de dire, c'est très ambigu, mais c'est en même temps, j'en reviens toujours à ça, c'est une problématique propre à l'extrême droite, c'est-à-dire c'est une forme d'intellectualisme anti-intellectualiste. Oui, c'est ça, parce qu'on peut vite faire élite avec ce genre de discours. Bien sûr, bien sûr. Mais il prend bien soin à chaque fois de contrecarrer ses références extrêmement savantes avec ses origines populaires, avec... Je suis un nain à côté de Bonaparte. Voilà, avec, moi je vais parler aux vrais gens, je les connais, je n'ai pas peur d'aller tout en critiquant les élites qui sont complètement déconnecté. Mais en tout cas, si je comprends bien, il est quand même plus dans cet enracinement, du moins, il cherche à être plus dans cet enracinement de l'extrême droite que Marine Le Pen. Oui, de façon beaucoup plus assumée, absolument. Christophe de Vogt, un mot justement sur l'usage qu'il fait de ces références historiques. Mais écoutez, je partage très largement cette analyse. J'ai peut-être une petite nuance sur l'enracinement, qui est un thème aussi qu'utilisait énormément le général de Gaulle. Et je rappelle le début des Mémoires d'Espoir, ou par exemple aussi la philosophe Simone Veil. C'est en effet un thème de l'extrême droite, mais pas que, comme on dit aujourd'hui. La référence à la culture française est aussi quelque chose. Je veux dire, Chateaubriand, c'est pas l'extrême droite. Et même Jeanne d'Arc, ça n'est pas l'extrême droite, parce qu'il y a une Jeanne d'Arc républicaine. Il ne faut jamais l'oublier. Oui, bien sûr, c'est pas des références de l'extrême droite, mais c'est beaucoup de références à l'histoire française. C'est ça qui
C'est plutôt le style Zemmour, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est plutôt un style en effet des grands tribuns, on va dire intellectuels, dans la veine intellectualisante et historicisante, c'est très important, parce que je crois que la grande référence en fait de Zemmour, c'est toujours l'histoire, et on y reviendra sans doute. Ce par quoi il se distingue, ce par quoi il brille, c'est par ses références historiques qui mettent les autres très mal à l'aise. Et alors ce qui est très intéressant d'ailleurs, moi je suis historien, il se trouve qu'il n'a pas toujours raison, mais comme il est plus fort que les autres sont incapables de le contrer. Oui, voilà, personne ne peut lui répondre sur le terrain des références c'est très frappant, historiques. mais cette idée de Zemmour qui prend la place de Le Pen, je crois que c'est l'extrait que vous avez montré au début, quand il dit « elle ne peut pas gagner ». Et ça, en effet, ça s'adresse à l'électorat de Marine Le Pen. Je crois que ça va au-delà. C'est l'idée, je vais rebattre les cartes. Et si cette thèse, comme on dit en rhétorique, si cette thèse que Marine Le Pen ne peut pas gagner, puis il le dit de façon très convaincante, hein, allez, tout le monde le sait, secret de Polichinelle, hein, il le dit de façon terrifiante, dévastatrice, nucléaire pour elle. Et si ça rentre dans l'opinion, ça rebat les cartes de la présidentielle. Ça rebat les cartes. Alors, parmi les références, justement, il y en a une très contestée, c'est celle au maréchal Pétain. Alors, on rappelle qu'Éric Zemmour avait affirmé qu'il avait sauvé des Juifs, qu'une plainte avait été déposée, mais que début 2021, le polémiste a été relaxé. Alors, pas tant sur le fond, car le tribunal a considéré que dans ses propos, il y avait bien du révisionnisme, mais en raison d'un contexte, d'un débat sur la Syrie. Cela dit, ces derniers temps, quand Éric Zemmour parle du maréchal Pétain, c'est aussi pour le renvoyer au nez de ses adversaires, comme ici. Vous m'avez traité à la télévision, pas en face de moi, mais ailleurs, de pétainiste. Oui. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est que le pétainisme ? Le pétainisme, c'est justement la paix, plutôt la paix dans la soumission que la guerre. Et qu'est-ce que c'est que le gaullisme ? C'est le contraire, c'est-à-dire plutôt la guerre, mais pour la liberté. Et encore, les pétainistes, en vérité, avaient plusieurs excuses. D'abord, on venait de prendre une raclée monumentale. Deuxièmement, on avait le souvenir de la boucherie de 14. Troisièmement, comme le reconnaît le général de Gaulle lui-même, et Pétain et même Laval essayaient en vérité de ruser avec les Allemands. C'est vous le pétainiste, vous comprenez ? C'est vous le pacifiste, mon cher. Mais oui, vous l'ignorez. Vous l'ignorez parce que vous pensez que Pétain, c'est une figure historique. En vérité, vous savez bien que c'est devenu une figure emblématique. Et c'est la conséquence du pacifisme. Alors, et le pacifiste, c'est vous. Alors on voit ici le philosophe Raphaël Enthoven totalement sidéré. Hein. Alors la question c'est ce Pétain comme ça renvoyé, c'est une arme rhétorique pour lui clouer le bec. Ça c'est tout à fait ce qu'on appelle la rétorsion rhétorique, c'est-à-dire, comme on dit si vous voulez familièrement, c'est celui qui dit qu'il est. Hein, ouais, voilà. Alors, tu m'as traité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'attaque vient à l'origine d'Enthoven, c'est-à-dire qu'il dit vous êtes pétainiste. Oui, et donc il fait référence il lui renvoie, il lui renvoie la balle, et là c'est très intéressant. Et qui est-ce qui ruse ici ? C'est vraiment Zemmour. Il ruse sur un double plan. Il ruse rhétoriquement en renvoyant donc c'est vous le pétainiste. Ce qui est toujours habile, hein, à condition d'être bon, ce qu'il est aussi rhétoriquement. Oui. Et deuxièmement, il ruse socratiquement, je dirais. Ça, c'est un procédé très fréquent chez lui quand il dit « Qu'est-ce que c'est que le pétainisme ?» ou « Qu'est-ce que c'est que la République ?» ou « Qu'est-ce que c'est que la France ?» Il redéfinit finalement. Il redéfinit. Alors, redéfinition rhétorique ou un peu ruse socratique, vous savez, à partir du moment où je vous dis « Qu'est-ce que ?» et vous me dites, voilà, et je vous dis, c'est ça, vous me dites, vous êtes d'accord avec moi, donc vous serez d'accord avec les conclusions. La conclusion, le pétainisme, c'est le pacifisme. Exactement, donc vous êtes coincé. Et il est très fort, et il le fait systématiquement, quasiment, Zemmour, il vous met d'accord sur une définition, et après vous êtes mort. Et après, vous êtes mort. Enfin, du moins, sidéré ou mourant. Un peu... Oui, vous avez vu, en tout cas, sidéré. Sidéré par l'attaque. Alors, on se demande, alors c'est vrai qu'il cite beaucoup Pétain, et c'est vrai, alors ça rappelle, évidemment, pour le coup, là, Jean-Marie Le Pen, hein, qui en 2018, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, disait qu'il n'avait jamais considéré le maréchal comme un traître. Ça rappelle aussi que Marine Le Pen, elle, s'est toujours démarquée de ses polémiques et s'est bien gardée de citer le maréchal Pétain, et on se demande, lui, quel est l'intérêt de venir citer comme ça le maréchal Pétain aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui lui permet d'une part d'exister médiatiquement. Ça, on l'a vu, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle un coup et les projecteurs sont braqués sur lui et ça permet finalement de l'exposer. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je pense, c'est qu'on voit un peu sociologiquement que depuis que Marine Le Pen a pris la suite de son père, finalement, elle a entrepris cette entreprise de dédiabolisation. Alors, la dédiabolisation, c'est beaucoup plus ancien que Marine Le Pen. Hein. Oui, elle avait commencé déjà à inciter son père à se dédiaboliser. Ouais. Oui, bien sûr.
mais même avant ça, il y a cette espèce de dialectique diabolisation, qui marque toute l'histoire du Rassemblement national et avant lui du Front national, où on donne des gages un peu de républicanisme, de démocratie, et par ailleurs on fait des espèces de provocations comme Jean-Marie Le Pen en avait. Mais alors là, justement, c'est de la provocation. Là, il fait les provocations de Jean-Marie Le Pen en citant Pétain. Absolument. Et en redéfinissant Pétain. Bien sûr, puisque Marine Le Pen, depuis qu'elle a pris la suite de son père, finalement, certains considèrent qu'elle va trop loin dans la dédiabolisation, mais en même temps, comme elle a une sorte de monopole de la diabolisation, finalement, à travers son parti politique, eh bien, à la droite du Rassemblement national, il n'y a rien, finalement. Ce qui fait que même les gens qui trouvent que Marine Le Pen est trop molle vont voter pour Marine Le Pen. Or, là, brusquement, Éric Zemmour intervient et refait du Jean-Marie Le Pen, et qui fait que, brusquement, il déporte un petit peu Marine Le Pen symboliquement vers la gauche, et qu'il y a un espace qui permet non seulement à Éric Zemmour d'exister, mais en tout cas de toucher un électorat. C'est une espèce de chiffon rouge, quoi. Le rappel, qui allait voter pour Marine Le Pen de façon un peu atavique, mais qui là, avec cette reconfiguration de l'espace à la fois idéologique et politique, eh bien, marginalise quelque peu Marine Le Pen. Oui, cela dit, vous parliez de la dédiabolisation. Notre stagiaire Aurélien Tillier a fait un petit montage où on a l'impression qu'Éric Zemmour s'y met aussi. Le grand remplacement, c'est simplement une expression qui signifie quoi d'ailleurs? Je vous rappelle qu'elle a été inventée par l'ONU, vous vous souvenez, et que Renaud Camus n'a fait que la reprendre. Et que Renaud Camus, qu'est-ce qu'il explique? Ça, vous allez faire en croire à personne. Mais ça. Je vous assure que c'est vrai. Non. Vouloir la remigration, ce n'est pas être raciste. C'est considérer qu'il y a trop d'immigrés en France, que ça pose un vrai problème d'équilibre démographique et identitaire, que l'identité de la France est en danger, et donc c'est dire, voilà, on va renvoyer les immigrés qui ne s'assimilent pas. C'est ce qu'a fait la France pendant un siècle. Vous n'êtes pas raciste. Mais c'est pas du tout être raciste que de dire ça. Le général de Gaulle n'était pas raciste. Léon Blum n'était pas raciste. Dans les années 30, on renvoie des immigrés italiens et polonais parce qu'ils sont au chômage et qu'on estime qu'ils ne s'assimilent pas. Et c'est la gauche qui fait ça. Ils ne sont pas racistes. C'est Léon Blum. Voilà, bref, tout lui vient de l'ONU et de Léon Blum, quoi. C'est de la dédiabolisation aussi, c'est ce procédé qu'on retrouve où c'est totalement autre chose, et si oui, quoi? Alors, moi, je pense que c'est totalement autre chose. Je veux dire, il ne renie absolument pas le processus de la remigration, c'est-à-dire finalement, d'une part, du grand remplacement. Oui, mais il dit que ça vient de Blum, donc c'est une manière de... Non, mais Blum n'a jamais utilisé le terme remigration. Et puis le fait que la France renvoie des immigrés dans leur pays d'origine, elle continue de le faire aujourd'hui. Enfin, je veux dire... Oui, donc c'est quoi? C'est une manière de quoi, alors? D'embrouiller C'est de la rétorsion encore. C'est de la rétorsion. Encore une fois de la rétorsion, c'est-à-dire on m'accuse d'être d'extrême droite alors que je fais quelque chose que la gauche elle-même a fait ou a dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une autre question. Oui, mais si on veut plaire à, entre guillemets, justement, l'extrême droite, ces gens qui trouvent que Marine Le Pen s'est déportée à gauche, quel est l'intérêt de citer ces références? Pour embrouiller l'adversaire ou pour... C'est pour détruire la doxa de ce qui est dit, le discours médiatico-politique dominant, je parle de Zemmour là. Donc pour montrer que ces thèmes-là ne sont pas d'extrême droite, c'est-à-dire que, en effet, il y a eu une politique, on va dire, de fermeture des frontières sous la gauche dans les années 30, ce qui malheureusement, je dois dire, est indiscutable. C'est vrai, oui. Même si c'est pas Léon Blum, c'est Herriot. Oui, c'est là que, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que personne en face ne connaît les références. Donc il a un peu la main libre. Il a la main libre, oui. Il ne faut pas oublier aussi, par exemple, que le Front National de la Jeunesse, à une époque, avait des affiches en disant « Jaurès, aujourd'hui, il voterait Front National ». Donc il y a toujours cette volonté de réappropriation, finalement, qui va au-delà des références de son camp, ce qui permet, quelque part, effectivement, vous l'avez dit, une certaine forme de dédiabolisation. Et là, ça lui permet, finalement, de puiser aux sources de certains républicains indiscutables et donc, finalement, de se légitimer, d'essayer de gagner une aura au-delà de son parti traditionnel. Ok, je comprends. Mais si je comprends bien, c'est pas la dédiabolisation telle que l'a pratiquée Marine Le Pen en supprimant comme ça des noms, des références. C'est une autre... c'est très juste, c'est une entreprise de légitimation, vous avez parfaitement raison. Alors vous parliez, Christophe de Vogue, de ces attaques, ça s'appelle des attaques ad hominem, procédé rhétorique, je le rappelle, qui vise à décrédibiliser l'adversaire en lui renvoyant ses propres paroles à la figure et sans répondre sur le fond. Mais sa technique de débat est plus sophistiquée. Vous allez nous expliquer
expliquer à partir de cet exemple qui, je pense, pose bien les choses avec Jean-Pierre Chevènement. Vous savez, je suis de ces 5% qui ont voté pour vous en 2002. Parce que justement, ce discours me séduisait depuis longtemps, et il répondait à ce que j'attendais, ce que je croyais comme réponse à la crise que vivait la France. Et je vais vous avouer, et je vais développer mon idée, je ne le crois plus. C'est-à-dire que je pense que ce discours républicain est désuet, dépassé. Monsieur Chevènement, je pense qu'une fois de plus, vous vivez dans les idéaux et que vous ne voyez pas le réel. Il y a une très belle... C'est très dommage que vous ne viviez pas dans l'idéal. Mais, non, moi je ne vis pas dans l'idéal parce que l'idéal aujourd'hui c'est l'illusion. Et pourtant, ça avait commencé quand même gentiment. J'ai voté pour vous. Là encore, grand talent rhétorique. Je parle d'un strict point de vue technique. Oui, c'est ce qu'on a bien appelle. compris, mais c'est intéressant de démonter justement qu'est-ce qui fait l'efficacité du discours. Voilà, ce qu'on appelle la captation de bienveillance. C'est-à-dire, je commence par captation de bienveillance. C'est-à-dire, je commence par vous faire plein de compliments, chère Hélène Risser. Ouais. Comme ça, vous désarmez, et puis d'un seul coup, hop, j'envoie une vacherie. Et ça veut dire que du coup, on a perdu sa capacité ne serait-ce que de Regardez, son énergie. Le vieux lion, qui est d'ailleurs Chevènement, est très prudent. On le voit, il attend, il dit, qu'est-ce qui me prépare celui-là? Il fait un petit demi-sourire. Ouais. Il dit, oh là là, ça sent pas bon. Donc là, encore une technique, vous dites technique rhétorique très forte, mais alors est-il toujours si fort? On s'est posé la question, on a visionné beaucoup d'extraits pour préparer cette émission, et on s'est posé la question face à Laurent Ruquier, qui là pour le coup connaît bien Éric Zemmour, et qui plutôt que de lui répondre sur le terrain des idées, se met à l'attaquer lui aussi de façon directe. C'est toujours votre réponse. On vit dans un petit milieu, dans une bulle. Quand on lit votre livre, on comprend qui vit dans une bulle et dans un petit milieu, croyez-moi, et vous le constaterez en lisant le livre d'Éric Zemmour. Qui va au restaurant tous les jours avec des... Moi, j'y suis... Non. Merci. Je voulais que je vous montre... Tout le monde à Paris va au restaurant. Mais pas moi. Je voulais que je vous montre... Mais voyez, vous avez une image des gens. Vous avez une image fausse sur tout. Sur tout. C'est mon travail. De déjeuner avec ces gens, c'est mon travail. Ah, ça c'est un autre débat. Mais non, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est du journalisme politique. Oui, mais donc, ne me faites pas croire qu'en même temps, vous connaissez la France et que vous êtes aussi près des Français. J'écoute les témoignages. Les gens viennent me parler. Ils viennent me raconter, parce que justement, je le dis à la télévision. Ceux qui viennent vous parler sont ceux qui ont les mêmes idées que vous, Éric Zemmour, vous le savez. Voilà, voyons, là on a l'impression qu'il est davantage, on va dire, à court d'arguments que d'habitude, et puis avec quand même cette riposte maladroite. À Paris, tout le monde mange au restaurant, alors on se dit, candidat putatif à la présidentielle, tout le monde mange au restaurant, on a l'impression que là, il nous parle vraiment d'une bulle. Est-ce que là, justement, sur ce terrain plus concret, il n'est pas moins bon dans sa rhétorique? Je dis pas qu'il est extraordinaire, mais franchement, du point de vue rhétorique, Laurent Ruquier quand même marque une faiblesse qui est rédhibitoire dans cet échange. Ah oui. Ah bon? Il se met en colère. C'est lui qui s'énerve, qui perd, donc quand il dit voyons, c'est une manière de laisser passer la colère. Regardez, avec le livre, il est quand même très 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 animé. Et regardez que Zemmour en face, lui, est très calme. Il est toujours dangereux en rhétorique que vous surjouiez l'indignation. Donc vous trouvez que surtout quand vous vous adressez à quelqu'un que vous présentez comme un extrémiste. Un petit commentaire là-dessus? Finalement, j'ai l'impression de voir un petit peu le Pen des années 80. C'est-à-dire que lorsque Le Pen a commencé à émerger médiatiquement, c'était un peu une bête de plateau télé. Tout le monde voulait aller s'affronter aussi. Absolument, qui faisait des tas de références sociologiques, historiques, mais que les gens ne maîtrisaient pas bien et on n'avait pas encore appris le temps de déconstruire tous ces discours et qui finalement plongeait les gens et ses interlocuteurs dans une forme de sidération. Et j'ai l'impression que là, avec Zemmour, on est un peu retourné dans cet état de Jean-Marie Le Pen des années 80, de son émergence. On n'avait pas pris encore la mesure du personnage, de ce qu'il représentait, et où effectivement, il sidérait tout le monde. On ne l'avait pas pris au sérieux. Il n'est pas encore déconstruit. Alors nous, on essaye de déconstruire le discours avec un dernier ingrédient, Christophe Devogt, dont vous parliez dans ce petit manuel de déconstruction du discours. Et j'ai trouvé un extrait qui l'illustre. Je tease, là, je donne l'extrait et vous nous expliquerez. Un extrait de son livre où il présente une France dans laquelle les non-gaulois refuseraient de s'intégrer en raison d'un inconscient collectif qui nous dirige, dit-il, celui de ces populations musulmanes et de coloniser l'ancien colonisateur, de dominer l'infidèle au nom d'Allah. Là, c'est plus de la rhétorique, c'est de la psychanalyse. L'inconscient collectif qui est de nous dominer. C'est ce que j'appelle le saut zémourien.
c'est-à-dire le moment de rupture chez Zemmour, qui est toujours difficile à détecter. Et vous en avez parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire le moment où justement il va faire ce bond dans une problématique qui est beaucoup plus, là en effet, typique de l'extrême droite, avec cet inconscient collectif des peuples. Et qui est quoi alors? Et qui là, c'est le moment où, on va pas dire dérapage, j'ai horreur de ce mot, hein, mais c'est le moment où la paranoïa, c'est prêter à l'autre un projet secret, quoi. C'est secret, inconscient. Oui, c'est ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité, le complotisme, surtout l'essentialisme négatif, c'est-à-dire les populations musulmanes n'auraient que ça en tête. Et c'est ce que j'appelle le moment de rupture zémourien, et qui se produit souvent quand il est lui aussi un peu énervé, et où il va... Pourtant, là, il est dans son livre. Hein. Là, il est dans son livre, mais il peut s'énerver dans son livre. Tout seul. Et sur les plateaux, on le voit, et c'est là où généralement il va y avoir des ennuis avec la justice ou une association quelle qu'elle soit. Mais je sens, si vous voulez, que si on veut déconstruire son discours, c'est là qu'il faut attaquer. Bon, eh bien, merci beaucoup Christophe De Voogd pour ces analyses. On va voir maintenant qui promeut ce discours d'Éric Zemmour, lequel bénéficie d'une vraie communauté sur les réseaux sociaux, en son sein de nombreux jeunes qui se sont baptisés Génération Z et qui s'immortalisent en train de coller des affiches d'Éric Zemmour président. Ils sont bien en campagne, des affiches qu'on retrouve à Grenoble avec Lucie qui fait le vœu de la victoire et aussi en Charente sous le hashtag Stop Censure qu'explique ce jeune militant. Pourquoi êtes-vous ici ? Écoutez, on est ici pour le soutenir et en le soutenant lui, on soutient la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer. On combat également le complot médiatique qui est en train de se mettre en place contre M. Zemmour, ces procès politiques qui arrivent juste au moment des présidentielles. Ça, c'était pour la forme classique et propre sur soi. Maintenant, celle de la jeune TikTokeuse au code de bimbo du web. Bref, il y a un assaut de jeunes militants zémouriens sur les réseaux sociaux, mais avec quel impact? Dites-nous tout, Véronique, vous qui avez le don de faire parler les hashtags. On va dire que c'était pas que pour M. Zemmour. Globalement, ce sont les jeunes qui se sont plutôt lancés dans la campagne, ou en tout cas qui se sont lancés dans la campagne. Quels que soient les candidats. Quels que soient les candidats, c'est vrai aussi pour M. Macron, c'est vrai pour tout le monde. Et donc, c'est plus crédible quand c'est une jeune femme qui utilise des codes sur TikTok comme ça que si c'était M. Zemmour qui faisait ça. Mais alors, quelle audience ça a, tout ça? Est-ce que ça prend au-delà de cette petite sphère de jeunes militants? Alors, on est obligé de prendre un peu de recul et de se rappeler que quand on est en campagne, il y a plusieurs temps. Le premier temps, c'est le temps de la curiosité. C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant que candidat ou personne publique, vous suscitez de la curiosité? Pour le faire, là, on va regarder avec un outil assez simple qui est Google Trends. C'est-à-dire, on va regarder le nombre de gens qui vont se poser la question et qui cherchent des informations sur un candidat. Et je vois qu'il y en a beaucoup plus que pour Marine Le Pen, voilà. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Exactement. Après la curiosité, on a l'intérêt. C'est pas la même chose. Curiosité, je me renseigne sur la personne. Intérêt, est-ce qu'on parle de lui? Et donc là, de nouveau, on a gardé les mêmes. Comment vous dire, c'est assez flagrant. On s'intéresse à M. Zemmour bien plus qu'à tous les autres. Voilà, donc on s'y intéresse. Mais alors, est-ce que tous ces gens le soutiennent, Véronique? Alors, évidemment, non. Tout le monde ne le soutient pas, mais c'est intéressant, surtout en début de campagne, de regarder quelle est la proportion. Vous allez me dire, 65% des gens qui parlent de lui sont des opposants. Non, c'est... Oui, ça fait quand même 2 tiers, ça fait beaucoup. Par rapport aux autres, c'est beaucoup moins. Ce qui est intéressant, c'est le bleu et qui est assez important. Donc, les soutiens, qui sont les soutiens affichés. Donc, les gens qui mettent dans leur bio « Je suis pour Zemmour, Zemmour pour la vie », Je soutiens Zemmour, comme on l'a vu, la génération Z. Les gens qui s'expriment en reprenant des expressions positives sur ce qu'il dit, c'est relativement important à ce stade-là. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, quand on regarde la motivation, un des mots qui est souvent repris, c'est la notion d'authenticité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, ils ont l'impression que Éric Zemmour a quelque chose d'authentique. Je sais, vous êtes en train de me regarder en disant pourquoi dit-elle ça? Non, mais en fait, ce qu'ils appellent authenticité, c'est qu'ils disent qu'il y a une forme de cohérence sur ce qu'il dit depuis toujours, qu'en fait, il est constant, qu'il ne change pas d'avis, et donc il est authentique et sincère. Et ça mobilise aussi, ça aide pour gagner d'autres sphères que votre sphère naturelle, qui sont donc les gens qui spontanément ont mis dans leur bio et sont depuis le début pour vous. Petit à petit, ça peut vous aider à partager des informations sans dire encore que vous êtes totalement soutien, mais en disant, voilà ce qu'il dit, au moins c'est authentique. Lui au moins il dit ce qu'il pense, lui au moins il est sincère, c'est déjà un bon point. Voilà. Et c'est un levier qui est pas mal utilisé en ce début de campagne. C'est une qualité qui en son temps on reconnaissait à Jean-Marie Le Pen également.
Et alors, on sait, Sylvain Crépon, que l'extrême droite est très présente depuis longtemps sur les réseaux sociaux, en raison notamment de la défiance de ses militants vis-à-vis des médias classiques. Ils préfèrent converser entre eux sur les réseaux sociaux. Du coup, est-ce que ce que Véronique vient de dire vous semble surprenant ou pas, au vu justement de cette sphère? Alors, certains diront c'est la fachosphère qui est sur les réseaux sociaux, qui suit Zemmour. Non, c'est pas que ça, vous dites? Non, c'est plus large. Dans les soutiens, là, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Qu'en dites-vous? Je pense que vous avez raison déjà de dire que tout de suite les partis nationalistes ou d'extrême droite ou qui se sentent marginaux ont tout de suite investi Internet parce qu'ils voyaient là effectivement un moyen de diffuser eux-mêmes leurs idées sans qu'il y ait forcément un prisme qui soit négatif. Le Front National a été le premier parti à se doter d'un site Internet en France, donc c'est quand même assez important de le souligner pour ces raisons-là. Après, je pense qu'il faut faire un petit peu attention à tout ce qu'on voit donc sur ces images de collage d'affiches, etc. Bon, ça, tous les partis, tous les petits groupuscules peuvent se donner comme ça une image assez emblématique en les mettant sur les réseaux sociaux. En plus, avec une personnalité un peu sulfureuse. Voilà, avec le hashtag Zemmour, là, vous savez tout de suite que ça va être repris, que ça va être diffusé et que vous allez pouvoir avoir une visibilité. Donc, j'ai envie de dire, je pense que je resterai encore prudent sur la caisse de résonance que ce type de stratégie peut avoir. Mais en tout cas, le fait qu'on en parle ici, ça montre déjà qu'il y a une certaine et pas qu'ici, mais nous, on essaye de remettre les choses à leur juste place. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie Lebon, Aurélien Tillier et Laurent Ferré, qui je vais retrouver en salle de montage. On aura un peu de travail aujourd'hui. La curiosité, tu fais rien, tu tapes dans Google et tu dis qui est Zemmour et tu regardes ce qu'il y a. Et puis après, l'intérêt, c'est que tu parles de la personne, en bien, en mal, en neutre, tu relais ces trucs, donc tu as une action. C'est que ça t'intéresse, tu prends de ton temps pour raconter quelque chose en positif.